Salut à tous et bienvenue dans cet épisode hors série de Tech Café où on va vous parler des composantes un petit peu juridiques qu'il y a derrière l'affrontement entre Apple et Epic. Et oui, vous le savez, Epic, l'éditeur de Fortnite, est entré en guerre contre Apple et ses conditions de distribution de leurs jeux, mais aussi les conditions de commercialisation des fameux achats in-app. Ah oui, vous le savez, sur iPhone, il y a de nombreux appareils qui proposent de télécharger du contenu payant. Apple prélève 30% de ce type d'achat. C'est également le cas de Google avec le Play Store, Android, mais aussi de Sony et Microsoft sur la PlayStation ou la Xbox par exemple. Et c'est ce sur quoi Epic a décidé de se battre. Alors en prenant évidemment en ennemi principal Apple, ils l'ont fait en mettant à jour Fortnite sans respecter les règles dictées par Apple, mais aussi en communiquant dans le jeu avec cette parodie du film publicitaire d'Apple, 1984, où l'on voit un acteur se soulever contre un despote. Cette affaire soulève des notions liées à des pratiques anticoncurrentielles, un sujet brûlant, notamment concernant les GAFAM, qui est abordé par la classe politique américaine. On en parle assez régulièrement dans les derniers épisodes de Tech Café, mais pour y voir peut-être un peu plus clair dans cette affaire, notamment évidemment sous l'angle juridique, j'ai la chance de pouvoir échanger dans cet épisode avec Aurélien Condomine. Bonjour Aurélien. Bonjour. Aurélien, tu es avocat associé chez Aramis, une société qui rassemble une trentaine d'avocats. Vous représentez des entreprises françaises et internationales et tu es plus particulièrement un spécialiste du droit de la distribution et de la concurrence. Tu es aussi, et on va le souligner, un auditeur fidèle et assidu de Tech Café, mais également soutien actif du podcast sur Patreon. Je te remercie évidemment très sincèrement de ton temps pour nous éclairer. Et je te remercie de ton invitation. Écoute, avec grand plaisir. Alors, j'ai eu plusieurs sollicitations, comme je te le disais avant l'enregistrement, de la part de personnes qui proposent leur expertise pour Tech Café. Et je n'étais pas dispo pendant tous ces mois pour y donner suite. Et là, je me venge. Je libère de mon temps de manière abusive pour en profiter parce que j'ai trop de frustration de ne pas pouvoir plus en profiter avant. Écoute, Aurélien, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, sans autre forme de procès, c'est le cas de le dire, parce que dans l'affaire Epic versus Apple, on a très envie de soutenir un camp plutôt que l'autre. Il y a des visions un petit peu philosophiques, un peu personnelles qui nous touchent. Je pense que vous l'avez ressenti si vous avez écouté les derniers épisodes de Tech Café, pour une position plutôt qu'une autre. Au fond, peut-être qu'on peut prendre un petit peu de recul. Quelle place un jugement de valeur a-t-il quand on analyse cette actualité ? Alors écoutez, je pense que la question est très pertinente parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de ressentis, le gros méchant Apple, le vilain Fortnite, le vilain Epic, etc. Et derrière tout ça, c'est un peu dommage parce que il y a un vrai débat de fond juridique, mais aussi économique et avec des conséquences importantes, qui est celui de l'accès aux plateformes. Et donc avoir un jugement de valeur, c'est important et chacun a ses opinions évidemment, mais je pense que c'est intéressant d'aller un peu plus loin et de gratter un peu derrière ce qui se cache derrière cette affaire, parce que ça va même bien au-delà de l'affaire Apple et d'Epic et de Fortnite. C'est quelque chose vraiment de plus large sur tout ce qui est conditions d'accès aux plateformes, et tu l'as dit tout à l'heure, de GAFAM de manière générale. Et il y a un truc qui est intéressant de ce point de vue-là, à mon avis, c'est que en tant que, alors je vais essayer de pas être trop rasoir en tant que juriste et d'ennuyer tout le monde, mais il y a quelque chose le droit de la concurrence, l'antitrust, donc qui est la branche du droit qui est concernée par cette affaire. C'est quelque chose de très intéressant parce que aux États-Unis, c'est très populaire, c'est très connu. Moi, quand je vais à l'aéroport aux États-Unis, que je dis je fais antitrust lawyer parce que on me demande ce que je fais dans la vie, le douanier, il sait ce que c'est. En France, je pense pas que le droit de la concurrence, ça évoque grand-chose. Et ça a une raison, c'est que c'est un droit qui a quand même une dimension politique non négligeable. Et d'ailleurs aux États-Unis c'est très notable. Chaque administration sous un président donné va insuffler plus ou moins de concurrence ou plus ou moins de politique de concurrence avec on va dire des tendances républicaines et des tendances démocrates qui sont pas les mêmes. En Europe c'est un peu moins politisé et un peu moins visible, quoique on a quand même vu quelques affaires plus récentes qui ont un peu défrayé la chronique, mais et puis ça vient doucement, et puis je pense que cette affaire Fortnite, ça va beaucoup contribuer à la connaissance du droit de la concurrence, même en Europe. Mais donc c'est quelque chose qui se prête quand même bien au jugement de valeur, parce que c'est un peu politique. Ouais. Et d'ailleurs, au passage, est-ce que les conditions de pratique anticoncurrentielle sont les mêmes j'ai une idée de la réponse, mais aux États-Unis et en Europe, en particulier en France, j'imagine que c'est assez différent, peut-être selon les pays, mais qu'il y a une base commune.
Non, en fait, la base est complètement commune et c'est ça qui est intéressant parce que historiquement, ça a plus d'un siècle aux États-Unis. Historiquement, ça vient de cartels du sucre aux États-Unis, de cartels en matière de transport ferroviaire et puis aussi pour tout ce qui est abus de position dominante, c'est Rockefeller en fait, c'est l'empire de la Standard Oil, l'empire du pétrole monté par Rockefeller. Et donc les gens allaient dans la rue pour se plaindre parce que il se passait des choses dramatiques entre les entreprises et ça, les cartels du sucre, ça faisait monter les prix, etc. C'est pour ça que c'est si fort aux États-Unis. Et donc la base aux États-Unis, elle n'a pas beaucoup bougé en fait depuis plus d'un siècle. C'est essentiellement deux interdictions. C'est le fait de conclure des accords qui restreignent la concurrence, ça c'est la première. Et la deuxième, c'est le fait d'abuser de sa position dominante. C'est ce que les Américains appellent la monopolisation. Ouais. Et donc en France, en Europe et dans quasiment tous les pays du monde aujourd'hui, ces deux interdictions sont transposées. Mais après, ça ne veut pas dire grand-chose. Ces interdictions, elles sont très très larges. Qu'est-ce que c'est qu'un accord qui restreint la concurrence? Ouais. Qu'est-ce que c'est qu'abuser de sa position dominante? Ça laisse un champ de manœuvre immense. Et c'est là qu'il y a les différences de sensibilité, on va dire, et tout particulièrement entre les États-Unis et l'Europe. Alors on peut rentrer dans le débat là-dessus, mais c'est globalement, au-delà des différences qu'il peut y avoir, la vraie question qui se pose, et vraiment les débats qu'il y a autour du droit de la concurrence, c'est quel type de concurrence on veut. Et donc, pour donner un exemple, c'est quoi un type de concurrence? Est-ce que on se contente d'une concurrence entre plusieurs marques, donc par exemple Android versus Apple, pour prendre les systèmes qui nous intéressent ici, les écosystèmes qui nous intéressent dans cette affaire, ou alors est-ce qu'il faut de la concurrence même à l'intérieur d'une même marque? C'est ce que demande Epic là à Apple en disant moi je veux qu'il y ait de la concurrence entre les App Stores, plusieurs App Stores dans l'écosystème iOS par exemple. Et puis aussi une autre question, c'est quelle intensité de concurrence on veut. Est-ce qu'avoir deux concurrents c'est suffisant? Est-ce que c'est pas mieux d'en avoir beaucoup plus? Et là, c'est là que le débat connaît des solutions un peu différentes d'un pays à l'autre et surtout moi je dirais quasiment d'un continent à l'autre, parce qu'en Europe c'est relativement harmonisé, on va dire. C'est intéressant d'avoir cette vision, de dire que les principes sont globalement les mêmes à l'international et que la mise en application, peut-être sur certaines subtilités, sont différentes selon les pays. Je trouve ça, du coup, ça va être pratique pour parler de notre sujet à l'international. Bon, alors du coup, dans le cas de nos échanges entre Apple et Epic, bon, les deux parties sont pas d'accord, hein, évidemment. Et en particulier, si on s'attache sur les derniers jugements qui ont mis comme conséquence le fait que Apple avait autorisation, on va dire légale, de bannir les comptes développeurs d'Epic pour la distribution de Fortnite et des jeux de manière générale, mais qu'ils ont empêché Apple de bannir les comptes développeurs d'Epic pour l'Unreal Engine, qui est une plateforme, on va dire, qui aide à développer les jeux, mais pour d'autres acteurs, bien entendu. D'ailleurs, ça c'est un truc qui m'interpelle. Moi, en fait, à la base, ne connaissant pas le fonctionnement, je trouve ça déjà très étonnant que les autorités juridiques aux États-Unis puissent se prononcer et donner un ordre à Apple sur ce qu'ils peuvent bannir, ce qu'ils ne peuvent pas bannir. Est-ce que finalement, quand on a en tête le fait qu'Apple fait ce qu'il veut sur sa plateforme, on n'est pas déjà un petit peu dans le faux, parce que preuve en est que non, ils font pas exactement ce qu'ils veulent et que les autorités juridiques aux États-Unis ont quand même la possibilité d'intervenir et de décider des choses. Bah, tout à fait, il y a un pouvoir, et en Europe d'ailleurs ça serait pareil, hein, il y a un pouvoir des juges ou des autorités de concurrence. En Europe, on a plus des autorités de la concurrence que des juges qui statuent là-dessus. Un pouvoir très intrusif pour contraindre les entreprises à faire des choses que normalement elles n'ont pas envie de faire, sur la base du droit de la concurrence. Alors dans le cas spécifique de l'affaire Epic Apple, Epic a lancé globalement une procédure pour se plaindre de tout un tas de choses. Et pour résumer, pour l'essentiel, ils se plaignent du fait que on ne peut pas faire de concurrent à l'App Store dans l'écosystème iOS et qu'on est obligé d'utiliser le système de paiement de Apple dans l'écosystème iOS. Ça, c'est les deux principaux chefs d'accusation. Et parallèlement à cette procédure, on va dire un peu de fond, qui peut être assez longue et qui va durer très longtemps, comme Apple les a virés
à la fois pour ce qui est de l'Unreal, de Unreal et de Fortnite et de tous leurs comptes en fait dans l'écosystème iOS. Ils ont fait une sorte de procédure accélérée d'urgence, ce qu'on appellerait un référé par exemple en France, Ouais. en disant au juge attention, je les attaque au fond, là il y a une procédure qui va durer un certain temps, mais regardez, entre-temps ils m'ont déjà viré. Et ça pose un gros problème. Alors le fait qu'ils aient viré par exemple Fortnite, ça pose à moi un gros problème, mais le fait qu'ils aient aussi viré Unreal, ça pose un gros problème à tout un tas de développeurs qui ont besoin de miser ou qui veulent miser sur Unreal ou qui ont déjà misé depuis très longtemps sur Unreal et qui vont se retrouver le bec dans l'eau si on les vire. Et le juge a rendu une décision il y a quelques jours qui n'est pas une décision définitive, qui est juste provisoire en quelque sorte, hein, et qui dit moi je statue pas sur le fond du problème. J'ai pas à regarder, j'ai pas le temps, enfin on n'en est pas encore là, on est encore très loin de là, mais de façon urgente, je regarde le problème et je me dis est-ce que il y a un dommage irréparable qui va être causé là à l'intérêt public notamment si on n'intervient pas pour faire quelque chose. Et sur le fait d'avoir viré Fortnite, le juge a dit bon, Fortnite, vous êtes bien gentil, mais en réalité, vous avez créé votre propre dommage. Parce que vous avez été viré parce que vous avez vous-même décidé de violer les règles d'Apple. Donc ça, c'est pas possible, tant pis pour vous. Et puis entre nous soit dit, vous êtes suffisamment gros, vous avez de l'argent. Au pire des cas, si vous gagnez le procès au fond, vous aurez plein d'argent de Apple qui vous fera un gros chèque, donc vous n'aurez pas un dommage irréparable. En revanche, pour ce qui est de Unreal, dont plein de développeurs de jeux ont besoin, le fait que Unreal ne soit plus compatible, finalement ne puisse plus être utilisé pour développer des jeux qui seront dans l'écosystème iOS, ça cause un vrai problème, et ça c'est pas du tout, c'est pas vraiment la faute d'Epic, c'est Apple qui a décidé de le faire, et en plus il y a un truc intéressant, c'est que le juge relève que tout ce qui concerne Unreal, ce sont dans d'autres accords. Donc c'est pas les accords qui ont été violés par Epic. Donc c'est vraiment Apple qui a pris en fait une décision de représailles. Donc le juge fait un peu un jugement de Salomon, hein, il y a personne qui gagne ou qui perd vraiment là-dedans, tout le monde a gagné et perdu à la fois. Il dit je coupe la poire en deux, je donne raison à l'un sur un point et à l'autre sur l'autre point. Donc c'est un jugement, c'est un peu aussi un jugement en équité, on va dire. Hein. Ouais, il préserve aussi la non-escalade des événements et effectivement le fait que ça n'ait pas d'impact sur d'autres acteurs qui n'ont rien demandé. D'ailleurs, on pourrait penser d'ailleurs à Sony et Microsoft qui veulent pas se prendre une balle perdue dans cette histoire, j'imagine sur le gaming aussi. Tout à fait, exactement. Donc c'est pas un jugement qu'il faut prendre. On peut pas en tirer beaucoup d'enseignements. Il y a un truc qui est intéressant quand même, c'est que le juge dit attention, quand même, on peut pas dire que parce que Apple évidemment disait, mais en réalité de toute façon ils vont perdre leur procès au fond parce que ça vaut rien ce qu'ils disent. Et le juge dit non, on peut pas vraiment dire ça, et il dit, je cite, il dit il y a des serious questions. Il y a quand même des questions sérieuses qui se posent. Et ensuite, il cite les 30%, la fameuse commission de 30% que prend Apple sur les paiements qui sont faits dans l'écosystème iOS. Donc voilà, le débat reste ouvert avec ce jugement, mais c'est juste une petite escarmouche, une première escarmouche dans quelque chose qui peut être un gros feuilleton judiciaire. On en reparlera un petit peu à l'occasion de ces 30% qui sont pas exceptionnels à Apple. Il n'y a pas que Apple qui pratique cette commission-là. Il y a eu une discussion d'ailleurs cet après-midi dans le cadre de la préparation de cet enregistrement, Aurélien, sur le groupe Telegram, donc où il y avait des historiques qui étaient donnés, plein d'exemples où cette commission de 30%, elle était pas complètement déconnante, et on le sait, il y a plein d'acteurs techniques qui le proposent. Je crois que c'est pas encore une fois le fond du problème pour Epic, c'est plus effectivement l'impossibilité de faire autrement qui les embête, mais ça on l'a déjà dit aussi dans Ta Café, et dans le groupe Telegram était mentionné le fait qu'à l'époque sur le Minitel il y avait même des commissions de 40% qui étaient faites en France, tu te rends compte? 40%. Et oui. Le Minitel, ça nous ramène à loin quand même. Ouais. La concurrence à l'époque, bon. J'avoue qu'on est dans un autre contexte, effectivement, une autre époque et d'autres contraintes. Juste, alors, si on avance un petit peu, l'affaire qui voit s'opposer Apple et Epic, on a l'impression que c'est sans précédent, et en fait, quand on creuse un petit peu, est-ce que tu pourrais nous citer quelques situations, s'il y en a, antitrust analogues dans d'autres domaines?
Oui, alors ça c'est ce qui est vraiment intéressant, c'est que Epic n'innove pas particulièrement dans sa plainte, hein. Ils utilisent des concepts qui sont tout à fait existants et bien connus. Et d'ailleurs, je pense, c'est la force de leur plainte d'ailleurs, hein. Un des concepts principaux qu'ils utilisent, c'est celui de ce qu'on appelle la facilité essentielle. Et ça, c'est pas forcément facile à comprendre, voire même à accepter quand on est un entrepreneur, mais quand tu es propriétaire de ce qu'on appelle donc une facilité, donc ça peut être une infrastructure, un produit, un service, quelque chose qui facilite le fait que des tiers puissent vendre leurs propres produits. Ok. Dans ce cas-là, tu peux être contraint de donner accès à cette facilité. Okay. Et donc ça date pas d'hier. Toutes les premières discussions qu'il y a pu y avoir sur cette notion, c'est sur des infrastructures portuaires, par exemple, ou des aéroports. Pour te donner un exemple, on peut avoir des affaires sur un aéroport et l'espace que l'aéroport donne en location à des loueurs de voitures, par exemple. Okay. Et donc eux peuvent dire mais moi j'ai besoin d'avoir accès, puis quelqu'un qui n'a pas accès parce qu'il n'y a plus de place, il peut venir s'en plaindre en disant mais moi aussi je veux avoir accès, mais dans quelles conditions, de façon discriminatoire, pas discriminatoire, à quel prix. Et là tu vois qu'on est exactement dans le même débat que celui dont on est en train de parler. Et dans la tech, il y a quand même une des affaires les plus connues pour ceux qui suivent le secteur, c'est les vieilles affaires Microsoft, où quand même Microsoft s'était vu contraint finalement de donner accès aux interfaces qui permettent de connecter les serveurs aux PC qui tournent sous Windows. Le raisonnement étant, Windows c'est tellement omnipotent et monopolistique que grâce à ça, c'est une facilité essentielle. Et ceux qui veulent vendre des serveurs, ils sont obligés d'avoir accès aux données qui permettent d'interfacer les serveurs avec les PC. Donc c'est pas nouveau cette histoire. Et là finalement ce que dit Epic dans cette affaire, c'est écoutez, moi je ne peux pas, et d'ailleurs personne ne peut accéder à la facilité essentielle qu'est un téléphone ou une tablette Apple, surtout un téléphone, pour proposer aux consommateurs deux choses, soit un système de distribution d'app, que moi, Epic ou n'importe qui d'autre d'ailleurs pourrait tout à fait proposer dans l'écosystème iOS, ou deuxièmement un système de paiement concurrent de celui de Apple. Et donc c'est cette notion de facilité essentielle. L'autre notion très importante et qu'on retrouve aussi très souvent dans des affaires de tech, c'est ce qu'on appelle le tying, c'est-à-dire le couplage obligatoire de deux services. Donc on te force à acheter deux services, alors toi en fait t'en veux qu'un éventuellement, et ces deux services-là sont distincts. Et là, typiquement, donc Epic utilise ça pour dire on essaye de me forcer à acheter le service de paiement sous prétexte que j'ai acheté un téléphone un jour, qui était un téléphone Apple. Donc on couple deux services qui sont distincts, de même qu'on me force à acheter le système, l'App Store, et le processus de paiement d'Apple. Oui, ok, d'accord. Il dirait, bah oui, moi je voudrais bien profiter de l'App Store sans être obligé forcément de passer par le système de paiement des achats in-app, c'est ça ? Exactement. Et là encore, Microsoft c'est un bon exemple. La vieille affaire Microsoft au niveau européen, par exemple, c'était le couplage d'Internet Explorer et de Windows. Très célèbre. Et d'ailleurs, la défense de Microsoft est la même que celle d'Apple. Apple dit oui mais moi mon système de processus de paiement on peut pas le distinguer, c'est pas un service distinct, il fait partie de l'ensemble de mon service lié aux applications pour des raisons presque technologiques quoi, sinon ça fonctionne pas bien. C'est comme ça que je récupère ma commission, c'est presque des systèmes. En fait son excuse aujourd'hui c'est de dire c'est comme ça que moi je peux récupérer ma commission, si j'avais pas ça je pourrais pas récupérer ma commission, donc c'est intégré. Et c'est exactement ce que disait Microsoft. Microsoft disait Internet Explorer et Windows c'est intégré, c'est pas deux services distincts. Et d'ailleurs j'ai tout fait pour que techniquement soit intégré, ce qui est précisément ce qui lui était reproché. Voilà, donc on est dans du classique. Et ça c'est malin de la part d'Epic de se placer dans quelque chose d'assez traditionnel. Et d'ailleurs, ce qui est marrant quand on lit leurs plaintes, ils sont très traditionnels sur le juridique. Par contre, sur le factuel, ils restent assez light. C'est très journalistique. Et Apple, d'ailleurs, leur reproche de ne pas avoir fourni d'études économiques, etc., pour prouver tout ce qu'ils disaient en termes d'effets négatifs sur le marché, etc. Si tu nous donnes l'exemple, si tu fais l'analogie entre Microsoft et Windows Internet Explorer,
et Apple face à Epic. Spontanément, quand on s'y connaît pas trop sur le plan juridique comme moi, on se dit, bah, c'est mal barré pour Apple, non? Ah oui, alors ouais, oui. Alors disons que les concepts sont les mêmes. Après, c'est pas parce que l'argumentaire juridique est similaire et qu'il est solide que les faits vont être les mêmes. Mhm. La dominance de Windows, on va dire, sur les PC, surtout à l'époque de ces affaires-là, c'était quand même un truc de dingue. Ouais. Je pense pas qu'on soit au même niveau, même si évidemment Apple est extrêmement puissant sur les marchés sur lesquels il est présent. On n'est pas forcément au même niveau. Alors justement, C'est vrai. pour pallier à ça, ce que fait Epic, c'est qu'il définit un marché qui est propre à l'écosystème Apple. Oui, effectivement, il C'est-à-dire prend qu'il pas en dit, bah référence l'ensemble des voilà, smartphones. Ouais. exactement. Et quand on fait ça, ça c'est une technique classique en antitrust, en droit de la concurrence. Plus tu définis un marché étroit, plus la part de marché de celui qui est dessus augmente. Évidemment. Et donc ça te permet de dire, bah évidemment, Apple c'est le seul offreur sur le marché des App Store compatibles iOS. Mm. Et c'est le seul acteur du marché des systèmes de paiement iOS. Donc, donc il est en monopole. Donc il abuse de sa position dominante. Et ça, là, ce débat-là, ça va être une des clés de l'affaire sur le plan juridique et qui fera gagner ou perdre Epic, je pense. Et ce qui est moins évident dans le cas de Google, évidemment, parce que le Play Store n'est pas aussi incontournable pour Android que l'App Store ne l'est pour l'iPhone, évidemment. Même si, évidemment, Exactement. dans Et les d'ailleurs, usages, c'est pas très loin. personne ne parle jamais de la plainte Google, alors qu'elle a été déposée le même jour. Epic La a plainte déposé. d'Epic à l'encontre de Google, hein. Ouais, Mm. la plainte d'Epic, c'est Mm. quasiment un copier-coller de la plainte Apple, puisque ce que reproche en fait Epic à Google, c'est la même chose. Mm. La seule chose, c'est que comme tu le dis, la situation est quand même pas tout à fait la même, et avec Apple, c'est sûr que on est quand même sur un circuit beaucoup plus fermé. Après, je dis ça, mais moi, je défie. Enfin, je pense pas que en dehors du secteur de la tech, les gens s'amusent à installer des apps en passant pas par le Play Store. Enfin, moi, je pense pas que ma mère, par exemple, elle Non. installe des apps sur son Samsung Galaxy en dehors du Play Store. Hein. Non, Elle non, saurait pas ça faire. c'est la conclusion effectivement à laquelle on arrive à chaque fois qu'on évoque ce sujet dans le podcast, c'est qu'effectivement autant dans les faits, sur le plan technologique, il est possible de s'écarter du Play Store et dans pour le commun des mortels, ça reste quand même un sacré challenge, voire un risque que psychologiquement on n'est probablement pas prêt à prendre. Alors, c'est hyper intéressant parce que tu abordes justement effectivement la stratégie d'Epic et la démarche de Tim Sweeney derrière ces actions. Alors, on voit que vis-à-vis d'Apple, en tout cas, il y a un axe très fort qui est pris sur le plan de la communication, ne serait-ce que d'avoir fait cette parodie du film publicitaire 1984 en renversant le rôle de celui qui défend par rapport à l'oppresseur, est très intéressante, mais montre à quel point sur le plan de la communication, c'est très ciblé contre Apple. En tout cas, on a eu cette petite discussion dans le podcast. Est-ce que selon toi, la démarche globale de Tim Sweeney, elle est dictée par ses avocats ou ses communicants, ou est-ce que c'est un excellent et savant mélange des deux? Et puis surtout, il y a cette notion qui a été abordée aussi largement par Guillaume Poggiaspalan dans le dernier épisode, c'est est-ce qu'il est sincère, selon toi, quand il dit défendre tous les développeurs? Ouais, alors moi ça j'en sais rien parce que je suis pas dans la tête de Sweeney. Je l'ai suivi pendant plusieurs années parce que c'est un secteur qui me passionne et moi personnellement il m'a toujours donné l'impression d'être quelqu'un qui savait très bien ce qu'il voulait, qui était très résolu et qui a été quand même Cohérent. très constant. Et ouais, il est cohérent et constant dans sa défense d'un tout ce qui est les questions de l'accès libre. En plus, bon, ce qu'il a fait, on va dire, sur le marché phare de Steam en créant l'Epic Store, c'est quand même très pro-concurrentiel, on aura du mal à s'en plaindre. Mhm. Donc voilà, après, au-delà de la sympathie qu'on peut avoir pour le bonhomme ou pas, moi ce que je lis quand même pas mal dans ce contexte-là, c'est des commentaires qui disent ah ouais mais il prétend qu'il défend tout le monde alors Mhm. qu'en fait c'est surtout Epic, etc. Et d'ailleurs Apple se sert de ça en disant qu'il a cherché à faire un deal Mhm. individuellement directement à Apple avant de lancer toute sa stratégie.
Alors évidemment qu'Epic fait ce qui est dans son intérêt, hein, c'est quand même une entreprise, c'est pas c'est pas la Croix-Rouge, donc ça c'est pas forcément pertinent. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait une stratégie judiciaire comme celle qu'a fait lancer Epic, on est obligé en fait d'abord d'essayer de faire un deal. On est obligé de demander l'accès. Et quand ensuite on a un refus d'accès, c'est là qu'on a le droit de se plaindre du refus d'accès. Alors Epic, ils sont allés plus loin que le refus d'accès, ils sont même allés se faire virer pour pouvoir ensuite aller montrer au juge à quel point Apple était violent et n'hésitait pas à sanctionner en virant ceux qui respectaient pas les règles. Mais ils auraient pu se contenter du simple refus. En revanche, Et ils pouvaient déposer pas la faire plainte. moins. Il leur fallait un refus. Ils pouvaient pas attaquer juste comme ça. Donc ça, je pense pas qu'il faille lire quoi que ce soit, qu'ils aient essayé d'avoir un deal avant. Alors après, ceci dit, c'est clair que sur un dossier de cette taille, les avocats et la com, elles travaillent la main dans la main depuis des mois sur ce dossier pour élaborer une stratégie. Et d'ailleurs, le cabinet d'avocats qu'utilise Epic, là, un cabinet Cravath, c'est un cabinet, c'est le top notch du cabinet new-yorkais. Qui coûte une fortune et qui est très très bon, hein, c'est des très très bons avocats. C'est pas une procédure de pacotille là qui est mise en place, c'est vraiment une stratégie assumée, lourde, qui est mise en œuvre là. Et puis ce qui est intéressant, c'est que ça va vraiment, de toute façon, de facto, quoi que dise Sweeney et quoi qu'il pense, de facto, ça a un impact pour tout le monde. Parce que s'il y a une décision qui est rendue dans un sens ou dans l'autre, au final, dans ce dossier, ça sera déterminant pour toutes les questions d'accès à des plateformes de ce type. Écoute, moi je suis vraiment ravi qu'on échange sur ces sujets-là ensemble parce que on sent bien que c'est un sujet sur lequel on a besoin d'un éclairage et je trouve que le fait que tu puisses nous donner des éléments de contexte comme ça sur l'utilisation l'utilisation qui fasse appel à ce cabinet-là et ce type de cabinet est hyper intéressant. J'aime bien aussi effectivement que tu remettes en lumière cette démarche. Ce qui est cool, c'est de voir qu'ils sont vraiment allés jusqu'à se saborder et provoquer Apple en mettant de manière très explicite cette mise à jour dans Fortnite qui proposait deux types d'achats, un plus cher avec les 30% de commission Apple et un moins cher, ce qui est évidemment totalement contraire aux directives d'Apple, et que tu nous dises qu'ils seraient pas obligés d'aller jusque-là pour lancer la démarche juridique. Ça veut vraiment dire qu'il y a cette volonté effectivement de faire avancer et la com et la démarche sur le plan juridique de concert, et je ne peux pas m'empêcher d'y voir une capacité et une unicité dans Epic avec Fortnite. Ça me fait penser, cette démarche de se saborder le jeu sur iOS pour soutenir cette démarche juridique, au fait qu'ils aient suspendu le jeu pendant quelques jours entre deux saisons et qu'ils aient remplacé le jeu par un trou noir. Je pense qu'il y a que Fortnite qui est capable de s'auto-saborder dans ses usages les plus primaires pour servir ses besoins. Je trouve ça assez fascinant de pouvoir faire ça. Ils sont couillus et ils ont une stratégie de com qui vise à convaincre et à provoquer l'émotion et qui marche. Et par exemple, si je réfléchis un peu plus loin, je veux convaincre ensuite un juge ou un jury même du fait que j'ai raison et que finalement, ce que j'essayais de faire, moi, en mettant en place deux systèmes de paiement concurrents, ça profitait aux consommateurs. Et ben, la copie d'écran où on voit ce qu'ils avaient mis en place, où avec Apple X $, sans Apple beaucoup moins, c'est vachement utile. Je le mets en grand écran devant tout le monde pour montrer, et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils l'ont fait. Ça emporte la conviction parce que ça montre bien à quel point ce qu'ils essayent de faire, et la concurrence, de toute façon ça sert à ça, la concurrence en réalité ça sert à faire baisser les prix, et surtout aux États-Unis c'est un concept essentiel, hein, on voit ça comme un facteur de baisse de prix, c'est l'argument qui peut porter in fine. Ouais, moi je pense à chaque fois dans le domaine de la tech et assez proche de nous à quel point on bénéficie tous les jours de la concurrence avec l'arrivée de Free sur le domaine du mobile qui a, je pense, contribué très largement à assouplir les conditions d'abonnement à la connectivité mobile. Je compare avec mon ami Matt qui au Canada n'a pas cette situation-là. On peut s'en réjouir des conséquences de cette concurrence, on n'y pense peut-être pas assez. Alors, on l'a abordé un petit peu tout à l'heure. Il y a un point assez névralgique dans les produits Apple.
en gros, les produits Apple, évidemment, tant qu'ils sont produits, ils appartiennent à la marque à la pomme, avant qu'ils soient vendus. Et Guillaume Poggiaspala, dans le dernier épisode de Tech Café, a bien souligné cette notion d'appartenance, le fait que, en gros, quand on achète un produit, pour lui, on peut en disposer très très librement et totalement. Il y a une autre vision des choses qui est de dire, il est difficile de discerner vraiment un produit et les services liés. C'est pas forcément évident d'avoir toutes les subtilités en tête. Il y a Pierre-Olivier aussi qui disait qu'il aimerait que les iPhones redeviennent, je le cite, des ordinateurs et qu'on puisse y installer ce qu'on veut, ce qui n'est plus par définition le cas aujourd'hui. Pour autant, en matière d'antitrust, donc vraiment sur le plan légal, qu'est-ce qu'implique la propriété d'un produit ? On l'a dit tout à l'heure un petit peu sur la notion de facilité essentielle, mais comment est-ce qu'on peut définir un marché avec le nombre d'utilisateurs, le chiffre d'affaires ? Est-ce qu'iOS est un marché ? Mais ça aussi tu l'as dit, je pense que c'est une stratégie d'Epic de restreindre le marché à l'iPhone, mais dans les faits, est-ce que c'est entendable ? Est-ce qu'il peut y avoir des obligations d'accès ? Sous quelles conditions ? Bah, tu vois, effectivement, c'est vrai que c'est ce que je disais tout à l'heure, le réflexe, c'est de se dire, mais attends, le droit de propriété, c'est hyper fort. Ouais. On peut pas me forcer à faire un truc que je veux pas faire. Eh ben si, en droit de la concurrence, on peut. On peut forcer un accès à quelque chose parce que c'est déterminant pour d'autres. Sans ce truc-là, ils ne peuvent pas rendre leur service, ils ne peuvent pas faire concurrence. Et donc, effectivement, ça peut amener à en fait être un acteur sur un marché de l'accès à quelque chose et être dominant parce qu'on est le seul à avoir cet accès. Et pour vous donner un exemple, il y avait une affaire, alors ça c'est pas forcément, je sais pas si c'est encore de la tech ou pas de la tech, mais en 2014 il y a eu une affaire intéressante sur Nespresso, les capsules Nespresso Ouais. et les machines à café Nespresso. Effectivement. Où finalement, c'est là pour le coup, c'est l'autorité de la concurrence française qui a forcé Nespresso à donner accès à toutes les informations nécessaires à rendre compatibles des capsules Nespresso avec les machines de son écosystème, entre guillemets. Et donc, dans cette affaire-là, l'autorité de la concurrence a regardé un marché spécifique des capsules compatibles Nespresso. Mais ce marché-là, il peut coexister avec un autre marché qui serait le marché des capsules compatibles, je ne sais quoi. Et donc finalement, ça veut dire dans ces cas-là que chaque marque, quelque part, a son propre marché, le marché de l'accès à ses propres services, à sa plateforme. Et alors après, il y a quand même une limite à l'exercice, c'est que il faut pouvoir démontrer que l'accès à la plateforme est quand même quelque chose d'incontournable. Ouais. Il n'y a pas vraiment d'alternative. Si j'ai pas accès à cette plateforme-là, il n'y a pas de service. Je peux pas prester de service. C'est ça qu'il faut démontrer. Donc il y a une tension un peu entre la force du droit de propriété et la puissance de l'antitrust qui peut dire oui, mais parce que c'est dans l'intérêt général, on doit pouvoir briser cette notion de propriété. Et ça marche même avec des brevets et avec de la propriété intellectuelle, par exemple. On voit à quel point le périmètre, le postulat du périmètre de départ est crucial, parce qu'effectivement, si jamais on soulève la question par rapport à iOS, c'est une chose. Si on soulève la question par rapport au smartphone en général, le raisonnement est différent. Donc effectivement, j'en reviens à ce que tu disais tout à l'heure, c'est hyper central cette définition. Ben, Apple, par exemple, se défend en disant ouais, mais ce que fait finalement, ce que dit Epic, si j'étais un magasin physique, oui, on pourrait pas dire ça. On pourrait pas dire ça. Et en fait, ils ont tort. Parce que ce que dit Epic, c'est attendez, en fait, c'est comme s'il n'y avait que 2 magasins au monde. Et vous avez tous le choix à aller que dans 2 magasins. Et ces 2 magasins, c'est 100% du marché total. Et dans chacun de ces magasins, une fois que vous avez commencé à aller dans l'un ou l'autre des magasins, vous avez du mal à en sortir parce que vous avez payé un droit à l'entrée dans le magasin très cher. Hein, le prix d'un iPhone, c'est très cher. Et donc, une fois que vous êtes dans ce magasin, finalement, vous pouvez acheter que ce qu'on vous donne. Donc c'est pas la situation aujourd'hui. Donc le magasin physique, si on était dans cette situation-là, on aurait probablement les mêmes arguments qui pourraient être portés. S'il y avait que Carrefour et Leclerc en France, par exemple, et qu'une fois que vous avez payé un droit d'entrée pour aller chez Carrefour, vous pouvez plus aller chez Leclerc pendant un certain temps, on pourrait avoir exactement le même type de raisonnement. Pourquoi est-ce que je peux acheter que du Coca et pas du Coca et du Pepsi Cola, par exemple, chez Carrefour, une fois que j'y suis. Tu vois, donc c'est des questions qui en plus ont une dimension factuelle et économique très très forte. Ouais, je comprends.
Sur les conditions d'accès, du coup, c'est peut-être compliqué de rentrer trop dans les détails, mais tu pouvais souligner que le point déterminant, a priori, c'est la fameuse commission de 30%, qui est assez centrale là-dessus. Ouais, la question, les conditions d'accès, tu as effectivement la condition du prix qui est importante. Et là, ça devient un peu problématique parce que pour les autorités de la concurrence, déterminer quel est le bon prix, Ouais. c'est un casse-tête. Parce que le droit de la concurrence, son principe, c'est que c'est un peu le seul corps de règles du jeu qui doivent encadrer dans une économie de marché, on va dire, les règles du marché. Donc ça vise à faire en sorte que les prix soient bien déterminés par la concurrence et qu'ils soient pas faussés par des ententes ou par des abus de position dominante. Et donc, si tu commences à tripatouiller les prix, ça veut bien dire qu'en tant qu'autorité publique ou en tant que juge, ça veut bien dire que tu te substitues au marché. Donc en droit de la concurrence, ça n'a plus aucun sens puisque tu es supposé protéger le marché qui, lui, doit déterminer les prix. Et en plus, le jeu de la concurrence sur un marché qui est monopolisé, par définition, il ne marche pas, il ne fonctionne pas. Et c'est d'ailleurs pour ça que celui qui détient le monopole arrive généralement à fixer des tarifs élevés. Ouais. Donc ça pose un vrai problème. Et alors c'est vrai qu'on peut, du coup, ce que Epic fait pour essayer de s'en sortir, c'est faire des comparaisons. Bon, c'est ce que tu disais tout à l'heure sur le débat sur Telegram. On peut faire des comparaisons en trouvant plein de services où finalement la marge du distributeur va être supérieure à 30%. On peut aussi en trouver d'autres où par exemple Epic, eux, dans leur plainte, ils disent oui, mais regardez, PayPal et Stripe, c'est plutôt aux alentours de 3%, donc 10 fois moins. Or, ce sont des services qui sont très similaires, ce sont des services de paiement. Et là, Apple répond oui, mais moi, les 30%, c'est pas que le service de paiement, c'est ma commission globalement pour financer mon écosystème. Et Apple rappelle qu'il y a des gens qui a énormément d'apps qui sont gratuites, qui du coup, elles, profitent de l'écosystème sans payer de commission. Et donc, quelque part, il y a une espèce de péréquation, la commission payée par les uns financerait l'écosystème pour les autres. Et donc, Apple dit, il faut regarder ça dans sa globalité. Donc c'est un débat pas facile, cette histoire de 30%. Et d'ailleurs, Epic évite un peu le sujet parce que frontalement, c'est pas ça qu'ils reprochent. Évidemment, ils en parlent tout le temps et c'est important. Mais c'est pas ça le reproche. Ils ont pas assez de billes en plus, peut-être, pour aller dans les chiffres finalement. Ouais, c'est compliqué. Le reproche fondamental, c'est pour qu'ils font, eux, c'est vraiment pourquoi on peut pas faire d'autres App Store concurrents et pourquoi on peut pas avoir d'autres systèmes de paiement que celui d'Apple. Voilà. Et, by the way, en plus, regardez, ils prennent 30% ces cochons, alors que s'il y avait de la concurrence, ça serait beaucoup moins cher. C'est comme ça qu'ils présentent les choses. Alors justement, c'est un exemple qu'on cite assez souvent et je le redonnais en intro sur ces méthodes de distribution, mais finalement quand on y réfléchit, on arrive souvent dans ces débats à se poser cette question, en quoi la situation d'Apple, elle est si différente de celle de, mettons, Nintendo avec la Switch ou de Sony avec la PlayStation sur la distribution des jeux. On le sait, les taux de commission sont à peu près comparables et surtout cette nature de distribution de contenu qui passe exclusivement par un magasin d'applications, celui du constructeur, est un peu la même. Ouais, c'est tout à fait. En fait, le raisonnement, tu peux le transposer à toute plateforme. Après, la limite du raisonnement, c'est quand même que, et d'ailleurs, même dans la plainte d'Epic, ils peuvent pas faire l'impasse là-dessus. Tu peux pas faire abstraction complètement du marché plus large. Et donc, certes, tu peux dire ah bah tiens, il y aurait un marché de l'accès aux jeux sur la Switch qui est contrôlé par Nintendo, mais tu peux pas faire abstraction du fait que Nintendo et sa Switch, ils se trouvent sur un marché plus large, sur lequel un utilisateur peut aussi se dire ah bah si les jeux sur la Switch ils sont trop chers, je vais acheter plutôt une PlayStation ou autre chose. Et donc ce truc-là, ça change un peu la donne parce que là, par exemple, dans l'affaire sur Epic et Apple, Epic, il donne quand même les chiffres en disant attention, Apple, c'est pas n'importe qui. Apple, ils sont dominants ou ultra puissants, en tout cas, sur le marché des smartphones premium.
Ouais. Donc là encore, hein, ils réduisent un peu le marché, ils se limitent au premium pour pouvoir faire gonfler la part de marché de Apple. Et puis ils citent les tablettes, mais bon, un peu en passant parce qu'ils savent bien que sur les tablettes, ils sont peut-être un peu moins convaincants. Mais donc concrètement, et puis ce que dit Epic aussi, c'est que quand tu as acheté un iPhone, le prix de l'iPhone est tellement élevé par rapport au prix des apps que le prix des apps n'est pas déterminant pour toi quand tu achètes un iPhone, a priori, en tout cas c'est ce que dit Epic. Et en revanche, vu que tu as déjà quand même payé pas mal, ce qu'on appelle le switching cost, c'est-à-dire le coût pour aller prendre un autre téléphone, est très élevé. Donc une fois que t'as acheté ton iPhone, t'es loqué chez iPhone jusqu'à ce que tu changes de téléphone. Et là, t'as plus le choix, t'es obligé d'acheter ce qu'on te propose. C'est ça que dit Epic. On pourrait se demander, par exemple, si on prend l'exemple de la Nintendo et de la Switch, quand même le prix des jeux, quand on achète une console, c'est pas complètement neutre non plus, parce que le prix des jeux, pour le coup, c'est pas 5 euros, 3 euros par-ci par-là sur une Switch. Donc voilà, c'est le contexte factuel qui peut être différent. Les arguments juridiques sont les mêmes, mais le contexte factuel peut faire que tu vas pas avoir la même situation avec une Switch ou un Sony ou autre. Mais encore une fois, c'est vrai que voilà, le même raisonnement, tu peux l'appliquer à quasiment toutes les plateformes. C'est pour ça que je dis que ce qui va se passer et que quand Sweeney dit ce qu'on fait, ça a un impact sur tout le monde, il a raison, c'est que c'est assez déterminant. Si jamais il y a un jugement qui est rendu, il sera assez déterminant, il fera jurisprudence pour beaucoup d'autres plateformes. Il va conditionner un petit peu les choses, sans doute. Tu parles d'ailleurs, encore une fois, de cette définition du marché que je trouve passionnante et sur laquelle s'attarde à la fois Epic de son côté avec une position, évidemment, Apple de l'autre. Et je sais que tu n'es pas dans la tête des teams, donc tu n'es pas non plus dans la tête de Tim Cook, mais est-ce que tu penses qu'il peut y avoir, au moins en partie, une motivation pour Apple quand ils produisent un iPhone SE qui est hyper accessible, enfin bien plus accessible que les autres iPhones et qui élargit un petit peu la gamme, on sait que d'un point de vue commercial, c'est un énorme succès. On l'a déjà relayé. C'est pour eux une source de revenus très importante de produire ce type de smartphone sur la base de chaînes de production qui a été éprouvée. Est-ce que tu penses qu'il y a une part de raison d'être de ce produit de la part d'Apple qui est de dire non, on n'est pas que sur les smartphones premium? Pour ces raisons juridiques, est-ce que ce serait anticipé ou est-ce que ce serait vraiment extrêmement savant et qu'ils anticiperaient des problématiques de ce type-là à très long terme? Je serais quand même assez surpris que, en fait, mon expérience d'avocat quand même, c'est que le juridique, c'est quand même souvent un peu la dernière roue du carrosse. Ok, c'est pas même pour de très grandes entreprises qui ont beaucoup de problèmes antitrust ou autres ou juridiques, honnêtement. Le jour où la direction juridique décide de la façon dont on va sortir un produit, je suis quand même. Oui, ok. J'attends de voir ça. Ouais, le juridique vient pas avant le marketing pour les lignes de produits. Surtout dans une boîte comme Apple. Certes, tout ça est très important et c'est pris en considération, mais. Ok. Bon, je pense pas que ça aille si loin. Ok. Au passage, tu mentionnais là dans le cadre de la préparation de l'émission les événements en France par rapport à l'autorité de la concurrence vis-à-vis de la distribution du premier iPhone avec Orange, des premiers iPhones avec Orange. Je crois que c'était le cas aux États-Unis aussi avec AT&T, si je dis pas de bêtises. Ils étaient intervenus sur cet aspect-là. Oui, c'était intéressant et parce que c'est un peu proche de ce dont on vient de parler, c'est-à-dire que quand les premiers iPhones étaient sortis, c'est Orange qui avait une exclusivité dessus et évidemment SFR et Bouygues s'étaient plaints en disant c'est honteux, pourquoi nous on peut pas aussi distribuer des iPhones et on voit bien le débat qui se profile parce que honnêtement c'est pas parce qu'ils avaient pas un iPhone que SFR et Bouygues allaient s'effondrer. Donc le degré de dépendance qu'il faut démontrer, il n'est pas absolu. Il faut démontrer que c'est quand même, ça a vraiment un pouvoir d'attraction fort. Et donc l'autorité de la concurrence à l'époque en France avait estimé que vraiment le pouvoir d'attraction était suffisamment fort pour que ça pose un problème qui est une exclusivité.
Et donc, les parties s'étaient engagées à renoncer à ça. Par rapport ensuite, il y a eu un feuilleton judiciaire, je crois que ça a été annulé in fine. Mais enfin, d'ici là, je sais pas à quel numéro d'iPhone on en était déjà quand ça a été annulé. C'était déjà l'affaire ancienne, on va dire. Il me semble que c'était le 3GS de mémoire, mais je me trompe peut-être. Ok. Dans le cadre de la préparation de cette émission, encore une fois sur le groupe Telegram, on m'a transmis une question que je te retranscris à mon tour. Est-ce qu'il existe un rôle de gatekeeper dans le droit américain qui permet ou pas à une app d'être distribuée, qui peut les retirer, qui fixe les règles de manière générale? Alors cette notion de gatekeeper, elle est amusante parce que je relisais encore récemment des textes de la Commission européenne, donc qui est un des gendarmes antitrust en Europe, très puissant, qui justement utilise ce terme-là pour désigner ce qu'est un acteur surpuissant, qui a un droit de vie et de mort sur les tiers qui ont besoin de cet acteur pour vendre leurs propres produits. Parce que gatekeeper, c'est vraiment le gardien de la porte en fait. Et donc le gatekeeper, typiquement, en tout cas en termes antitrust, ça va être celui qui précisément peut ouvrir ou fermer la porte. Donc là, c'est Apple ou Android ou Google. Alors, le problème que ça pose, ça, c'est en fait c'est ce qu'on appelle la réglementation ex ante. C'est-à-dire que le droit de la concurrence, il ne vient que taper que sur des pratiques existantes pour sanctionner des abus et des choses qui ont été faites par les entreprises. Il y a toujours un débat qui vient quand il y a beaucoup de problèmes comme ça, qui survient, qui est de dire ok, mais est-ce qu'on pourrait pas prévenir le problème en créant des règles qui, par avance, fixent quelles sont les conditions d'accès, quelles sont les conditions du gatekeeping, justement. Donc ça, évidemment, cette réglementation, elle n'existe pas dans le domaine qui nous intéresse là. Elle existe dans d'autres domaines, typiquement les télécoms. Tu parlais de Free tout à l'heure et de l'ouverture à la concurrence sur Internet. Ça va bien au-delà, puisque en France, par exemple, c'est France Télécom qui a été forcé par l'autorité française de la concurrence, ou son ancêtre à l'époque, qui s'appelait le Conseil de la concurrence, à ouvrir la concurrence à des tiers, dans le cadre d'une procédure contentieuse. Et ensuite, le législateur est intervenu, et puis la réglementation européenne aussi, pour créer les conditions de l'accès et organiser les conditions de l'accès, y compris la tarification de l'accès. C'est ce qu'on appelle donc la réglementation ex ante, donc pour prévenir les conflits à venir. Et donc le droit de la concurrence c'est un peu le bâton qui vient taper quand il y a des abus, et la réglementation, ça court en parallèle, très souvent d'ailleurs avec des régulateurs, des autorités de régulation spécifiques, sectorielles. Donc dans les télécoms, par exemple, en France, c'est l'ARCEP. Et les deux sont conduits en parallèle. Et on peut se demander, d'ailleurs, si les problématiques d'accès aux plateformes qui sont soulevées par cette affaire Epic Apple, ça pourrait tout à fait donner lieu à des réglementations ex ante. D'ailleurs, peut-être que ça viendra. Et peut-être même que ça viendra sur d'autres sujets, sur des sujets, par exemple, pas seulement les questions de l'accès, mais les questions du contrôle de ce qui est fait sur la plateforme. C'est tout le débat sur le contrôle des contenus par des plateformes de type Facebook, etc. Donc c'est pas impossible. On parle d'Amazon aussi. Amazon, avec le poids qu'il pèse aujourd'hui dans la distribution, à partir du moment où il peut être un goulet d'étranglement pour empêcher la vente de tel ou tel produit, on peut imaginer que si ça continue à grossir et à devenir ultra puissant, il serait peut-être soumis à des réglementations. Les régulateurs, les autorités publiques auraient peut-être envie de réguler tout ça par des réglementations de type gatekeeping. Eh ben c'était bien que du coup cette question soit posée, parce que je connaissais même pas le terme en fait, je n'avais pas en tête la notion, donc j'ai double apprentissage ce soir. Pour conclure peut-être cet échange, Aurélien, je te demande de voir si t'as pas une boule de cristal de ton côté, et puis d'essayer de voir dans ta boule de cristal quelle suite, évidemment, sur le plan juridique, on peut s'attendre concernant cette affaire, que ce soit à court terme, à très long terme. J'imagine que ça va pas évoluer de manière fondamentale en quelques jours. Est-ce qu'Epic et les acteurs qui prennent parti pour cette position peuvent obtenir quelque chose concrètement? Et sur les pratiques considérées comme anticoncurrentielles par les GAFAM, est-ce que tu as un avis sur le sujet? Est-ce que de manière générale, d'ailleurs, on parle souvent
probablement beaucoup plus en droit américain que dans les autres droits, si je dis pas de bêtises, d'accords qui parfois solutionnent les problèmes pour éviter d'aller dans des escalades incroyables. Est-ce que là, on pourrait s'imaginer qu'il puisse y avoir un accord? Moi, j'ai peine à le penser parce qu'Epic a une démarche qui va au-delà de simplement un intérêt financier ponctuel. Bon, quelles sont tes prévisions sur ce sujet? Bah, c'est bon, comme tu l'as dit, c'est difficile de spéculer là-dessus, hein. Ce qu'on peut dire, déjà, une première chose, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les arguments qu'utilise Epic, ils sont pas fantaisistes, hein. Les arguments juridiques. C'est très sérieux. Ils les ont construits. Ce sont des arguments sérieux, qui existent, qui sont, voilà, bien établis. Donc, c'est pas une plainte, juridiquement, c'est pas une plainte de fanfaron. Ça, c'est une première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est que, comme on a pu le voir dans notre discussion, il y a un contexte factuel très important. Et il va falloir qu'Epic, s'ils veulent gagner cette procédure, il va falloir qu'ils démontrent de manière sérieuse et très solide sur le plan économique le caractère incontournable d'Apple pour les consommateurs sur ce type de service. Et ça, c'est pas forcément joué d'avance parce que il y a une forte dose de subjectivité sur ce type de démonstration. Hein, c'est pas blanc ou noir, c'est compliqué, on peut en débattre. Donc ça va pas être simple. Et en plus, aux États-Unis, bien plus qu'en Europe. Et d'ailleurs, je suis assez étonné qu'il n'ait pas aussi voulu lancer quelque chose en Europe en parallèle. Il y a quand même une forte pénétration aux États-Unis des théories économiques du laisser-faire. Sur un mode, de toute façon, il faut laisser faire. Quand les gens abusent sur un marché, au final, ils finissent par se faire rejeter, par se faire éjecter, et donc le marché réglera les problèmes. Il y a quand même une grosse connotation comme ça, et donc ça joue pas dans le sens d'Epic. Et puis les campagnes de com d'Epic, tout ça, c'est sympa, mais je suis pas sûr que ça sert vraiment tant que ça. Déjà, je suis pas sûr que ça suffise à faire reculer Apple, hein. Parce que pour Apple, cette question-là, elle est quand même fondamentale. Moi, pendant le confinement, j'ai lu cette biographie de Steve Jobs, là, écrite par je ne sais plus qui est assez fantastique. Où on voit bien que le côté fermé, celle de Walter Isaacson. Voilà, exactement, le côté contrôle de tout l'écosystème, il est vissé, il est inhérent au fonctionnement interne de Apple. Pour eux, cette question-là, elle est cruciale. Donc, est-ce qu'ils vont céder pour des histoires de campagne, de com ou d'image ou je ne sais quoi? Je suis quand même assez dubitatif. Et au final, ce qui peut se passer, c'est que ça traîne en longueur et que tout le monde oublie et passe à autre chose. Et la justice, ça peut être très très long et donner des résultats un peu mi-figue, mi-raisin. Donc c'est pas peut-être rendez-vous dans 1 an ou 2 ans pour en parler. Et l'autre option, comme tu dis, c'est effectivement qu'ils trouvent un deal. Après tout, c'est pas impossible. Ça serait franchement triste. Ça serait triste qu'il y ait un deal parce que c'est vrai que on peut en dire ce qu'on veut. Là, pour le coup, c'est bien que ce combat-là, qui est intéressant, soit porté par quelqu'un comme Epic qui a les moyens de le faire, on va dire. Et si quelqu'un comme Epic qui a les moyens de le faire finalement plie et que ça se finit par un deal, ça veut dire que cette question sera jamais résolue en fait. Ouais, tout à fait. Ce serait dommage qu'on ne puisse pas en tirer des enseignements et en tirer une expérience sur le fonctionnement de ces plateformes. Écoute, merci beaucoup en tout cas Aurélien, parce que j'ai vraiment le sentiment qu'on est moins dans le flou et moins dans l'approximation quand on a ce sujet en tête maintenant, qui est évidemment un sujet tech, mais tu l'as très bien expliqué, qui a des composantes qui sont communes à beaucoup d'autres secteurs et qui sont pas spécifiques à la tech, mais c'est bien aussi de savoir revenir aux essentiels des sujets qu'on aborde. Donc vraiment merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec nous et d'avoir fait la démarche de rentrer en contact sur cet aspect-là. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver si individuellement, alors si jamais les auditeurs ont des remarques, ils pourront bien évidemment les faire sur techcafé.fr, mais j'imagine peut-être qu'ils ont envie de rentrer en contact avec toi pour dire qu'ils sont pas du tout d'accord avec ce que tu dis, t'apporter des arguments que tu pourras contredire ou pas, mais est-ce qu'ils peuvent rentrer en contact avec toi? Alors je suis pas trop présent à titre professionnel sur les réseaux sociaux parce que en tant qu'avocat on évite toujours de dire trop de bêtises. Ouais. On sait jamais comment ça peut se tourner. Mais on trouve assez facilement mes coordonnées sur Google, qui est quand même assez incontournable, avec mon nom Aurélien Condomine et mon cabinet Aramis.
Et de toute façon, je pense que je vais aller zoner un peu sur techcafé.fr et Telegram pour voir ce qui s'y dit. Avec grand plaisir. Je pense que tu y seras le bienvenu. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps avec nous. Donc en résumé, effectivement, techcafé.fr pour les commentaires. Vous pouvez aussi réagir en mentionnant Techcafé Podcast sur Twitter. Et à titre individuel, vous pourrez me retrouver sur guillaumevendée.fr, @guillaumevendée sur Twitter, Instagram. Et vous pouvez me retrouver aussi une fois tous les 15 jours dans Relife, un autre podcast que j'anime avec mon ami Matt, présent au Québec, avec lequel donc, on fait un podcast sur l'amélioration du quotidien. Merci beaucoup de votre fidélité, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode assez complet et qui sortira un petit peu des actualités hebdomadaires. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à le faire savoir. Si jamais vous voulez soutenir le podcast, rendez-vous sur Patreon, patreon.com/techcafé, et je vous dis à très très bientôt pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous.